scandale de la pollution chimique en Guadeloupe et Martinique, qui est devenu un scandale sanitaire. Je parle là de la chlordécone. Est-ce que vous pouvez parler de ce dossier ? De mettre en avant des rapports de force dans leur cruauté, sans essayer de les habiller, comme c'était le cas des prédécesseurs du président Trump, avec une rhétorique, on va dire, un peu plus universaliste. Histoire, dans les parcours personnels, d'où venez-vous ? Quelles sont vos racines ? Alors moi, ce sont des racines qui viennent du continent latino-américain. Fred Constant, bonjour. Bonjour. Alors le Groenland, l'île de Guam et la Guadeloupe, tous ces territoires sont des outre-mer. Quelle géopolitique, quel statut, quelle vulnérabilité, on va parler de ça. Alors Fred Constant, vous avez été ambassadeur délégué aux relations et à la coopération aux Caraïbes, sans doute un des meilleurs spécialistes des outre-mer français et étrangers, professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles. Fred Constant, les outre-mer, c'est un nom, mais combien de réalité se cache derrière ce nom ? Écoutez, c'est un phénomène beaucoup plus universel qu'on peut l'imaginer de prime abord, puisque je prends souvent ce repère-là. Les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies disposent de tels territoires. Alors naturellement, les appellations varient, puisqu'il s'agit là de catégories, de terminologie administrative, mais de la Russie à la Chine, en passant par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ces territoires disposent ces pays disposent de territoires extracontinentaux, offshore comme je les appelle, et qui ont toujours joué dans des intensités variables selon dans le temps et dans l'espace, de relais des politiques de puissance et d'influence des pays qui en assurent l'administration. Alors on va parler de ça. Vous publiez donc aux éditions Le Cavalier Bleu, géopolitique des Outre-mer, entre déclassement et revalorisation. Et pour illustrer sur le territoire de la France, l'Atlas des Outre-mer aux éditions Autrement, réalisé avec Jean-Christophe Gay. Ce sont 2 magnifiques explorations de ce qui est un legs colonial. Ce sujet des Outre-mer, vous le pratiquez de près, de très près ? Oui, depuis longtemps. En fait, j'ai consacré ma thèse à ce sujet-là il y a une trentaine d'années déjà, ça passe vite. Et en fait, ça répondait à une insatisfaction par rapport au traitement alors dominant de ces territoires, qui était vraiment, sur le plan scientifique, ça allait encore un peu, mais les choses ont changé, vraiment marginaux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de place scientifiquement vraiment établie dans l'ensemble des recherches qui étaient menées par les grandes institutions comme le CNRS, les grandes universités. Et c'est un fait commun avec beaucoup de pays étrangers où ces mêmes territoires étaient sous-étudiés. Donc, ayant eu l'aval de mon directeur de thèse pour explorer ces territoires, j'ai choisi de travailler sur ça. Et puis je n'ai cessé de répondre ensuite à des sollicitations jusqu'à ce jour, puisque l'un de ces ouvrages, l'Atlas, c'est vraiment une demande de l'éditeur, puisqu'il y a toujours eu, malgré tout, une soif de connaissance, de compréhension. Chaque fois que le téléspectateur en France hexagonale était confronté aux images d'une manifestation en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, il y avait, au-delà de l'indifférence qui frappait certains, il y avait une volonté de savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que périodiquement on a ces surgissements de violence parfois inexpliqués. Donc mon travail de ce point de vue est plus un travail de médiation scientifique, puisque les recherches que nous menons au long cours, on essaie de les traduire en termes accessibles au grand public, sans les dénaturer, et c'est là un véritable pari parfois, parce que nous estimons que le rôle des universitaires,
dans la cité, c'est non seulement de produire des connaissances, mais aussi d'en assurer la plus large diffusion possible. Alors on va essayer de voir ça à travers quelques exemples très concrets et très liés à l'actualité. Alors effectivement, vous parlez de la Nouvelle-Calédonie, le Groenland, les Antilles, les îles Kuriles, les Outre-mer. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce sont des relais de puissance et d'influence, dites-vous. Alors commençons par le cas qui occupe l'actualité, le Groenland, qui est dans la sphère du Danemark. Pourquoi, selon vous, Donald Trump, veut ce territoire? Oui, alors tout d'abord, le président des États-Unis, il s'inscrit dans une longue, on va dire, tradition états-unienne de vouloir prendre le contrôle de cette plus étendue des Outre-mer qui existent au monde, puisque, faut-il le rappeler, le Groenland, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 4 fois la France, avec une population qui est très faible, puisqu'elle est estimée à 57 000 individus, dont 90% au moins est d'origine ethnique inuit. Voilà. C'est la même population que l'on trouve dans le Grand Nord du Canada. Et 90% du territoire est recouvert par ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire une épaisse couche de glace qui en limite l'exploitation. Mais c'est un territoire qui avait déjà été revendiqué par des prédécesseurs lointains de Donald Trump. Il a toujours suscité, de par son emplacement géographique, un intérêt de la part des États-Unis, puisque finalement, c'est un territoire qui assure la liaison, si je puis le dire ainsi, avec la Russie. Donc la crainte du président Trump, même si c'est une crainte rhétorique ici, c'est que ces territoires soient contrôlés un jour ou par la Fédération de Russie ou par la Chine, qui a manifesté un grand intérêt pour cette zone, qui est pour plusieurs raisons. C'est une zone qui est riche de différentes ressources, notamment offshore, mais aussi onshore, alors en hydrocarbures, en minerais, y compris les fameuses terres rares. C'est une région qui, avec le gel, la fonte des glaces, va permettre d'ouvrir une route maritime vers le nord. Et là, ça pourrait changer vraiment la donne du commerce mondial. Et puis, troisième élément, c'est une zone qui permettrait aux États-Unis d'être finalement en vis-à-vis direct avec la Fédération de Russie. C'est-à-dire que le contrôle de cette zone ferait, vous imaginez, des bases plus nombreuses que celles qui existent, permettrait d'être presque en face à face avec la Russie. Alors ce qui est frappant sur ce sujet, c'est que certains commentateurs l'ont dit, pas suffisamment à mon goût, c'est que les États-Unis disposent déjà d'une liberté de manœuvre impressionnante au Groenland, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont des accords de défense avec le Royaume du Danemark en 1941, en 1951, et un accord le même qui a été renouvelé en 2004, qui permettent aux États-Unis d'ouvrir en tant que de besoin le nombre de bases militaires là où ils le souhaitent sur le territoire du Groenland, avec une simple contrainte d'information et de sollicitation d'une autorisation auprès des autorités danoises. Alors, en 2004, on a ajouté juste une petite modification. Il faut aussi que les autorités américaines sollicitent cet accord auprès des autorités du Groenland, puisque le Groenland est un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark depuis 2009, et qu'il a la possibilité lui-même, enfin sa population, ses élites, de déclencher à n'importe quel moment un référendum d'autodétermination en vue de son accession à l'indépendance. Et vous savez que le Groenland, avant que le président Trump manifeste son intérêt, on va le dire comme ça, était dans une logique d'accession à la souveraineté. La coalition qui était au pouvoir au Groenland
avant donc, les élections récentes, avait comme agenda de solliciter l'indépendance au cours d'un prochain mandat qu'ils n'ont jamais eu, puisque les menaces annexionnistes du président Trump ont complètement changé la donne de la vie politique de ce territoire autonome et ont permis à une coalition assez étonnante, puisque d'un côté il y a un parti indépendantiste, le NALERAC, et de l'autre vous avez une formation conservatrice qui était en perte de vitesse, parce qu'elle n'était pas favorable à l'indépendance à court terme, et qui s'est retrouvée au devant de la scène. Donc voilà un petit peu la situation, mais tout ça pour dire encore une fois que la manière dont le président des États-Unis a formulé sa demande d'annexion, en indiquant qu'il était prêt, si nécessaire, de recourir à la force, ça, c'est quelque chose qui dénote plus ce que un des grands intellectuels du fin XXe et début XXIe siècle, Achille Mbembe, appelle la brutalisation du monde. C'est-à-dire que cette volonté de mettre en avant des rapports de force dans leur cruauté, sans essayer de les habiller, comme c'était le cas des prédécesseurs du président Trump, avec une rhétorique, on va dire, un peu plus universaliste, c'est-à-dire qu'on va montrer que ce n'est pas des intérêts égoïstes d'un État qu'on recherche, mais plutôt de nouveaux équilibres à l'échelle planétaire qui profiteraient à la sécurité mondiale. On ne prend même plus cette précaution. Maintenant, on indique, comme le président Trump l'a fait, c'est une nécessité absolue pour la sécurité des États-Unis. Donc, ce qui veut dire que l'intérêt des populations qui y vivent, on ne s'en occupe pas, que le coût que ça représente par rapport à la violation du droit international, ce n'est pas un problème, etc. Alors, et justement, effectivement, et vous le dites bien dans Géopolitique des Outre-mer, ce sont a priori un quart des réserves mondiales de terres rares qui se cachent dans ce territoire-là. Je vous propose d'aller plus loin dans cette brutalisation du monde avec la situation conflictuelle entre les États-Unis et l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'océan Indien, on a l'île de Diego Garcia qui accueille une base militaire américaine, là aussi, mais le statut de ce territoire est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors c'est une longue histoire. En réalité, elle remonte à l'indépendance de la République de Maurice, le territoire qui est devenu la République de Maurice, qui était une colonie britannique, d'ailleurs anciennement une colonie française, on a tendance à l'oublier, c'est pour ça qu'à Maurice on parle toujours français. Et au moment de l'indépendance, les Britanniques et le terme technique est remarquable, c'est un terme qui relève de la chirurgie, mais qui est passé dans le droit, excipé l'archipel des Chagos, de l'ensemble qu'il formait avec la République de Maurice, parce que déjà, nous sommes donc bien après la Deuxième Guerre mondiale, on savait que cet archipel était localisé d'une manière idéale par rapport aux pays riverains de l'océan Indien. Il était à équidistance pratiquement. Et pas loin du détroit d'Ormuz. Absolument. Voilà. Donc il y avait là une volonté des autorités britanniques de conserver ce bien, entre guillemets, d'un point de vue géostratégique. Et donc, dans je dirais, l'élan de l'indépendance, de la souveraineté des élites mauriciennes, c'était déjà un contentieux, mais la pression pour aller vers l'indépendance était telle que ça a été accepté comme cela, même si il y a eu déjà la saisie de la Cour internationale de justice à l'époque, mais il y a eu plusieurs contentieux. Et ce qui s'est passé, c'est que après cette décision, les autorités britanniques ont manu militari provoqué le déplacement, le déménagement, enfin on ne sait pas comment dire, enfin, l'exfiltration de la population qui vivait dans cet archipel. Il y avait environ un peu plus de 3000 habitants qui vivaient de plantations de copra, etc., qui étaient des populations qui venaient d'ailleurs et qui ont été soit envoyées à Maurice,
soit envoyés au Royaume-Uni. Et c'est eux qui choisissaient, en leur faisant vaguement miroiter que ce serait temporaire et qu'ils pourraient retourner dans l'archipel des Chagos. En fait, ça ne s'est jamais produit, sauf 2 fois, à l'instigation de plusieurs associations qui se sont constituées pour défendre le droit de ces populations, mais ils n'ont jamais eu l'autorisation d'aller à Diego Garcia. Transformé entre-temps, c'est certainement une des bases militaires les plus équipées au kilomètre carré de l'océan Indien, et qui est depuis partagée par le Royaume-Uni et les États-Unis. Et les États-Unis ont une base plus importante que celle du Royaume-Uni, et c'est une base qui loue aux autorités britanniques. Le bail a été renouvelé jusqu'à 2036 récemment, et qui est loué avec un loyer très conséquent. Donc, entre-temps, les Chagossiens se sont organisés d'une manière encore un peu plus efficace, et ils ont réussi à mener plusieurs actions en justice, au niveau national au Royaume-Uni tout d'abord, et au niveau international à la Cour internationale de justice. Et pour ne pas être trop long, parce qu'il y a eu plusieurs décisions toutes ces dernières décennies, il y a maintenant 3 ans, la Cour internationale de justice a pour la première fois donné raison au peuple chagossien et a décidé, la plaignante étant la République de Maurice, ça c'est très important, de redonner à la République de Maurice pleine souveraineté sur l'archipel des Chagos. Le jugement est ainsi libellé, sauf que il y a une disposition dans le jugement indiquant que néanmoins donc, le Royaume-Uni continuerait à exercer sa souveraineté sur Diego Garcia, uniquement pendant encore 99 ans, c'est presque un bail amphithéotique, pour des raisons, et c'était l'argument avancé par le Royaume-Uni dans ce contentieux juridique international, au nom de la sécurité mondiale, puisque ce que les autorités britanniques ont fait valoir, c'est que ce n'était pas une emprise foncière pour les intérêts britanniques, mais que ça concourait au maintien des grands équilibres géostratégiques au plan mondial, et on appréciera là aussi qu'une instance des Nations Unies, censée être indépendante, et puisse donner droit à une vue qui est tout à fait contestable. Alors, je crois que c'est une région que vous connaissez bien, puisque vous avez été recteur de l'Académie Senghor à Alexandrie. Pouvez-vous nous raconter, parce que on reviendra un petit peu sur votre parcours tout à l'heure, mais comment quelqu'un comme vous s'est retrouvé à devenir recteur de cette Académie Alexandrie? Oui, mais écoutez, c'est comme souvent dans la vie une affaire de circonstances, puisque j'étais en charge des relations internationales de mon université, et à ce titre, je la représentais au sein des instances de la francophonie. Vous savez que la francophonie dispose d'une grande agence qui s'appelle l'Agence universitaire de la francophonie, qui est rattachée à l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans ce cadre-là, j'ai été mis en relation avec le secrétaire général de l'époque, qui était M. Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, l'Égypte, grand professeur de relations internationales et de droit international, école française, puisqu'il a fait ses études à Paris. Et on a eu donc à échanger sur tout à fait autre chose. Et puis quelques peut-être mois après, je reçois un coup de fil d'une de ses amies, mais qui travaillait dans la galaxie de la francophonie, Michel Gendron-Massalou, qui a été conseiller de François Mitterrand à l'éducation, qui a été rectrice de l'Académie de Paris, entre autres conseiller d'État. Et donc, elle me dit que le secrétaire général souhaiterait me rencontrer sans trop me donner de précision,
Et elle me dit qu'il pensait à moi pour des fonctions au sein de la francophonie. Donc, bon, j'ai été le rencontrer, et puis on a parlé de mes recherches, de l'actualité internationale, jusqu'au moment où je ne m'y attendais pas particulièrement. Il m'a dit, écoutez, je crois que vous feriez un excellent recteur de notre université de la francophonie, qui avait été voulu par 3 personnes, donc lui, Boutros Ghali, avant qu'il devienne secrétaire général des Nations Unies, le professeur Dupuis, qui était professeur au Collège de France en droit international, qui avait été d'ailleurs un de ses enseignants, et puis Maurice Druon, l'académicien. Ce sont les 3 pères fondateurs de cette université qui avaient un statut un peu particulier. L'idée, c'était de réunir les élites des pays francophones de l'OIF dans le but non seulement de leur donner une formation qui puisse être utile au développement de leur pays respectifs, mais surtout qu'ils se fréquentent pendant les 5 années du master afin de tisser des liens suffisamment forts pour que retourner chacun dans des positions de responsabilité dans leur pays, cela crée un maillage qui puisse favoriser la mutualisation des moyens et des politiques publiques. Voilà, cet objectif a été partiellement atteint, on n'est jamais entièrement satisfait, mais l'université existe toujours, elle s'est développée, elle compte maintenant 9 campus sur le continent africain, et j'attends, pour tout dire, une invitation prochaine pour célébrer le 30e anniversaire de sa création. Tous les recteurs encore de ce monde y sont conviés, et on attend parce que ça va coïncider avec l'inauguration d'un nouveau campus flambant neuf dans la zone qui va devenir l'épicentre, puisque le Caire est complètement saturé, de la nouvelle Égypte, on va dire comme ça, modestement. D'accord. Et je crois, sans trop aller loin là-dedans, mais dire que cette expérience vous a permis d'avoir peut-être une vision plus riche de ce qu'est l'islam et surtout dans le monde tel qu'il est. Absolument. Alors, il se trouve que à l'université, il y avait une 50aine de nationalités différentes des étudiants, une 30aine pour le corps enseignant, et le personnel administratif était essentiellement égyptien. C'était déjà un drôle de melting pot avec beaucoup de confessions, parce que ce qu'on ignore, c'est que parfois l'islam, c'est pas un bloc monolithique, il y a plusieurs courants, notamment un courant qui est peu connu, puisqu'on connaît le chiisme et le sunnisme, mais on oublie qu'il y a un autre courant qui s'appelle l'ibadisme, dont la source se trouve au sultanat d'Oman. Et il se trouve qu'on avait 2 ou 3 représentants de ce courant minoritaire, qui était un courant très modéré, très, on va dire, lettré dans le sens où ils ont beaucoup développé l'interprétation des textes sacrés. Ils ont d'ailleurs une école d'interprétation de ces textes qui leur est propre. Et puis vous aviez, je dirais, toutes les déclinaisons du christianisme, puisque je rappelle qu'en Égypte, il y a la religion orthodoxe qui est encore très vivante, avec une minorité copte qui est très active. Et donc, travailler dans cet environnement multiconfessionnel, multiculturel, multilinguistique, c'était pour moi une école formidable qui m'a, sans que je le sache à cette époque-là, sans doute préparé aux fonctions d'ambassadeur que j'ai exercé par la suite dans la diplomatie française, parce que ça nécessite d'avoir en permanence le souci de l'autre, que je place, pour moi, encore une fois, comme la valeur cardinale d'un bon diplomate. Voilà. Pour faire le contrepoint à la brutalisation du monde. Alors, j'aimerais qu'avec vous, on parte donc à l'exploration des origines de ces outre-mer. Vous dites c'est un produit résiduel de l'expansionnisme occidental. Pourquoi appelez-vous ainsi ces territoires ?
Tout simplement parce que en réalité, d'outre-mer, il n'aurait pu ne pas en avoir si le processus de décolonisation, dans son acception la plus courante, c'est-à-dire la transformation d'une colonie en État indépendant, avait concerné l'ensemble de l'empire colonial, des puissances concernées. Or, il se trouve que dans certains territoires, les populations ont fait librement le choix de rester dans l'unité politique, pour le dire ainsi, dans l'ensemble politique à laquelle le pays qu'ils administraient comme colonie appartenait, plutôt que de rompre avec cet ensemble pour créer une nouvelle entité étatique. Ça a été le choix de plusieurs territoires qui sont devenus par la suite ce qu'on appelle en France, dans chaque pays il y a une terminologie différente, des territoires d'outre-mer. Et vous le décrivez très bien dans votre ouvrage. Ça concerne ce qu'on va appeler l'Empire espagnol, l'Empire britannique, l'Empire américain également, ça on le connaît moins. Puis il y a également des acquisitions que vous décrivez. Juste autour de ce phénomène-là, même si ça précède, j'étais frappé par un texte, un discours de Jules Ferry que vous présentez dans votre ouvrage, qui est assez choquant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là? J'ai été moi-même, je me rappelle quand j'étais étudiant, ça remonte, vraiment étonné de voir que la formation que j'avais reçue comme des millions de Français était érigée comme le père de l'école gratuite, laïque et obligatoire, ce qui n'est pas rien, puisque en théorie et en pratique, nous savons combien l'école est au cœur de chaque démocratie, avait pu être aussi, parallèlement, un apôtre de l'expansion coloniale de la France, avec une double, si je puis dire, faute rétrospectivement, mais c'était la doxa de l'époque. Tout le monde pensait que c'était comme ça qu'il fallait agir. Premièrement, aucune considération pour les populations des pays du Sud, puisque dans sa bouche, il emploie le terme que c'est un devoir moral que d'apporter la civilisation à ces peuples demeurés dans les ténèbres. Et puis, deuxièmement, il y avait là certainement une sincérité, mais une sincérité troublante, puisque dans son propos, dans ce discours à la Chambre des députés, où il est en train de convaincre ses collègues de la nécessité que la France soit beaucoup plus offensive en termes d'expansion coloniale, eh bien, il dit que c'est une nécessité d'avoir des débouchés pour les produits que la France arrivait à fabriquer dans ses usines, et c'était une nécessité vitale pour l'économie. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose de choquant. Ça n'annule pas, encore une fois, et c'est là que je me distingue par rapport à certains de mes collègues et parfois amis qui veulent, comme on dit maintenant avec ce mot venu des États-Unis, cancel, annuler, sanctionner le personnage. Non, ça n'en a pas. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble, c'est-à-dire que, et c'est vrai pour d'autres grands personnages de l'histoire, Colbert notamment, etc., dire ce qui était une avancée et dire aussi ce qui est une régression. La vie des hommes et des femmes est ainsi faite. Mais on n'a pas à choisir, il faut le prendre globalement. Il y a de très grands auteurs qui sont de petites personnes. Donc il faut pouvoir, mais ça n'enlève rien à la grandeur de leur œuvre, même si comme lecteur ça peut nous décevoir. Bien sûr. Alors,
cheminons autour de ça. Après les décolonisations, des statuts communs à ces territoires vont parfois être mis en place, d'autres plus spécifiques. Surtout, certains territoires vont être identifiés comme stratégiques pour le contexte de la guerre froide. J'aimerais que vous parliez d'un épisode qui est celui, après le départ d'Algérie, la France doit poursuivre ses essais nucléaires. Comment fait-elle? Oui, alors, avant même son départ physique d'Algérie, il y avait quand même une réflexion, puisque même si pendant longtemps ça n'a pas été reconnu, on savait très bien qu'il commençait à y avoir une insatisfaction croissante, pour le dire pudiquement ainsi, au sein de la population algérienne qui, comme vous le savez, était écartée du processus démocratique, puisqu'il y avait 2 collèges électoraux, mais n'avait pas la voix d'un électeur n'était pas la même qu'on soit indigène, c'était le code de l'indigénat, ou citoyen français. Et donc, il y avait cette réflexion. Elle a été accélérée, précipitée par la suite, mais il y avait cette réflexion, puisque les premiers essais ont lieu dans le Sahara. Et donc, plusieurs hypothèses ont été faites. Le général de Gaulle a nommé quelqu'un en particulier, un militaire, pour explorer différentes possibilités. Et après, ça a pris des années, plusieurs tentatives, propositions, c'est vraiment l'ensemble polynésien qui a été retenu, et en particulier une zone qui était très faiblement peuplée à l'époque. Et donc, quand le général de Gaulle a pris la décision, là, on a là aussi vidé l'île de ses habitants qui ont été, et jusqu'à présent c'est un contentieux, parce que ces familles-là n'ont pas été indemnisées des biens qu'elles ont perdus. On a du mal à imaginer, mais l'ensemble que forme la Polynésie française est aussi étendu que l'Europe, c'est-à-dire que c'est très étendu. Il y a 5 grands ensembles d'îles, les sociétés, les Tuamotu, etc., les marquises, bon, il y a 5 des Australes qui sont étendus sur toute cette zone. Et chaque ensemble comprend des centaines d'îles ou d'atolls. Tous ne sont pas habités, naturellement. Mais il y a un poète que j'aime bien citer, dont le nom est difficile à prononcer parce que c'est un nom polynésien très long, mais l'œuvre, je ne peux pas oublier le titre, je vais le dire en anglais, mais le traduire c'est très simple, c'est A Sea of Islands. C'est-à-dire qu'on a renversé, c'est une mer d'îles qui décrit bien la représentation de la Polynésie française. Et c'est un rapport à la mer, à l'océan pour le coup, qui est très différent de celui qu'on trouve dans la zone atlantique, parce que l'océan est vraiment habité au centre. Parce que historiquement, les populations passaient d'une île à l'autre, d'un atoll à l'autre, en fonction de nécessités souvent symboliques, de rituels. Et donc, jusqu'à présent, on a reconstitué la manière, il faut prendre un petit avion, un hydravion, pour voir que ça dessine des formes symboliques. Et, ah oui, absolument, on appelle ça des mailles, et ça a une signification très forte d'unité dans le peuple polynésien. L'île de Pâques, justement, était un des hauts lieux où il y avait des regroupements de populations polynésiennes. Tout ça est en train d'être restitué à la connaissance du grand public grâce aux travaux d'anthropologues, et y compris d'anthropologues natifs de ces... Mais c'est partout un combat face à des intérêts puissants, touristiques, économiques, etc. Et maintenant, vous savez qu'il y a ce texte qui est en discussion au Parlement français. Faut-il, par dérogation, autoriser les prospections de nodules polymétalliques dans l'océan? Et là, on trouve un vrai débat. Est-ce que l'authenticité, l'intégrité d'un environnement peut être sacrifiée
face à la pression de développer économiquement un territoire. C'est pas évident. Au sein même de l'Assemblée de Polynésie, vous avez un clivage net entre ceux qui pensent que le territoire a tellement de difficultés qu'on ne peut pas se priver de ses ressources potentielles, et ceux qui, au contraire, pensent qu'il faut conserver ces ressources là où elles sont, là où elles ont leur place, là où elles ont tout leur sens, plutôt que d'aller provoquer des déséquilibres écologiques. Donc la question reste ouverte. Donc pour revenir à la question de départ, que je n'ai pas pour autant oublié, ça a été un choc que l'arrivée qui a été brutale de ces milliers d'ingénieurs, de techniciens, d'employés expatriés, même s'ils restaient en France. Mais je dis ça parce que quand on prend un avion ou un bateau pour arriver en Polynésie, c'est un voyage très long. Et tout a rapidement gravité autour de centres d'essais nucléaires de Papeete, puisque c'est à Papeete qui avait les aspects administratifs, et ensuite sur les atolls qui avaient les aspects techniques. Et donc ça a été un choc. Et quand je dis un choc, ça a été un choc dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs. Dans ses aspects négatifs, tout d'abord parce que la population n'était pas informée. Les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Il y a le fameux... C'est un grand élu dont le nom m'échappe, le seul de Polynésie qui était député, qui s'est opposé au général de Gaulle en disant « mais qu'est-ce que vous allez faire de notre territoire? Est-ce que vous pensez aux Polynésiens ?» et qui a été vraiment mis à l'écart, pourchassé. On lui a même collé un procès sur le dos parce qu'il y avait des manifestations contre l'implantation du centre. Je me trompe peut-être, c'est Gaston Floss? Non, pardon. Gaston Floss, au contraire, était dans l'autre sens. Okay. Et donc, ça me revenait, mais c'est, vous savez, il faut croire que j'ai des difficultés de prononciation avec les noms d'origine polynésienne, donc je ne le retrouve pas. Et donc lui s'est opposé, donc on lui a fait ce procès parce qu'il avait pris la tête des manifestations, et il y avait eu un incendie, à un moment donné on a dit que c'était un instigateur. Bref, il a été condamné, il a fait de la prison dans l'Hexagone. Bon, tout ça s'est réglé par... on l'a gracié, et puis il a été réhabilité. C'était à l'époque, je me souviens, c'était François Hollande qui était le président, et c'est la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui avait fait le déplacement pour tenir un discours mémorable de réhabilitation de cette grande figure polynésienne. Donc, c'était le choc. Alors, le côté positif du choc, c'est que la population, dans sa grande majorité, a commencé à vivre grâce au centre. D'une manière ou d'une autre, ça a été le premier employeur, l'épicentre, tout tournait autour du centre. Et le standard de vie a commencé à changer en s'élevant, avec aussi des externalités négatives. La population polynésienne, je prends que ce secteur sanitaire qui est quand même un baromètre important, ne connaissait pas l'obésité, les polypathologies associées, diabète, hypertension notamment. Au moment où je m'exprime, c'est les taux d'hypertension, de diabète, d'obésité les plus élevés de la nation. Alors, je voudrais justement qu'on prenne ce prisme de la santé, peut-être en le globalisant sur l'aspect des outre-mer français. Le niveau de santé diverge de celui de la métropole. Est-ce qu'il y a une offre de soins différenciée qui explique ces différences dans le taux de mortalité infantile, dans la prévalence de certaines pathologies? Quelle est l'explication de fond, si vous l'avez,
de ce décrochage? C'est très simple. Il y a en termes d'équipement, en termes d'effectifs, un hiatus entre l'Hexagone et les Outre-mer qui n'a jamais été comblé. Et nous traversons de surcroît une conjoncture où même dans l'Hexagone, on a de plus en plus ce phénomène des déserts médicaux. Et donc vous imaginez bien qu'à 4 coins du monde, les difficultés sont de tout ordre. Donc il y a ce passif historique, c'est-à-dire que ces territoires qui ont été agrégés à la République comme des départements ou avec des statuts spéciaux plus tardivement que ceux de l'Hexagone, n'ont jamais bénéficié d'un service public de la même qualité. Alors, prenons quelques exemples précis pour illustrer. Quand l'actualité le mène, on présente la maternité de Mamoudzou, sur Mayotte, et je crois que c'est la plus grande maternité de France, de fait. On peut parler, je l'évoquais tout à l'heure, du taux de mortalité infantile qui est en général plus du double de celui de la métropole, alors qu'en métropole, celui-ci se dégrade. Et puis, peut-être dernière composante, on peut avoir l'impression de métropole que la Martinique, la Guadeloupe sont des territoires où il y a une forme de jeunesse. Et en fait, je crois que c'est l'inverse. Absolument, enfin ça dépend des territoires. Là, ça me permet de dire qu'on commet toujours des erreurs quand on raisonne de manière uniforme sur l'ensemble de ces territoires. Ils sont très divers dans des situations contrastées. Exemple, vous avez évoqué Mayotte. Mayotte est certainement l'un de ces territoires où la natalité est la plus importante. La fécondité par femme, on est autour de 4,5, suivi par la Guyane. Mais vous avez aussi des territoires comme la Martinique, la Guadeloupe. La Martinique étant devenue depuis 2 ans le territoire le plus vieux de France. On n'aurait pas imaginé, vous voyez, par rapport à l'idée, l'intuition qu'on a spontanément, c'est de dire... Qui est peut-être véhiculé par l'aspect, on va dire, de la publicité touristique. Oui, bien sûr, qui donne à voir, voilà, oui. C'est associé vraiment au paradis perdu, où les gens vivent avec une certaine spontanéité, et les femmes et les hommes peuvent multiplier les expériences sexuelles, avoir des enfants. Tout ça, vous savez, la transition démographique en Martinique, elle a eu lieu dans les années 70 et elle a été une des plus courtes au monde. On est passé des familles à 4-5 enfants à des familles à 2, en l'espace de 30 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. La Guadeloupe est derrière, et puis vous avez des dynamiques démographiques autres. Encore une fois, la Guyane est un bon exemple. Là, et dans le point commun entre la Guyane et Mayotte, donc les 2 territoires qui ont la démographie la plus importante, la plus dynamique, c'est qu'il y a un fort afflux migratoire. Dans les 2 cas, à Mayotte, c'est documenté, il vient essentiellement des Comores, et en Guyane, il vient pour beaucoup du Brésil, mais aussi d'Haïti. Les Haïtiens sont certainement la 2e communauté la plus importante en Guyane après les Brésiliens. Et puis il y a aussi les Surinamais et les Guyaniens qui sont en proportion plus petite, plus faible, puisque ce sont les 2 pays vraiment limitrophes de la Guyane, puisqu'on parlait des 3 Guyanes, il y avait une Guyane britannique, une Guyane hollandaise et puis la Guyane française. Donc les 2 autres sont devenus des États indépendants et la Guyane française est restée dans le giron de la République. Elle est devenue non seulement le port spatial national, mais le port spatial européen. Et au moment où nous avons cette conversation, eh bien, nous avons eu un tir récent de fusée, avec une fusée de nouvelle génération.
Nous sommes encore loin, quand je dis nous, c'est l'Europe spatiale, de ce que les Américains font déjà, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des fusées plusieurs fois, ce qui diminue terriblement les coûts, mais nous nous acheminons vers cette technologie nouvelle qui permettra de placer encore plus de satellites en orbite, au point qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre devant nous, et la Guyane en est partie, le Centre national de Kourou, le Centre national spatial, alors ce marché, c'est comment récupérer les satellites et en attendant de les récupérer, éviter les télescopages. Vous savez qu'il y a des milliers d'objets en gravitation et des télescopages ont lieu avec des conséquences qui peuvent être dommageables s'ils devaient se multiplier. Donc il y a déjà cette préoccupation qui agite les états-majors du Centre spatial guyanais. Alors j'aimerais qu'on aborde une dimension qui est souvent discutée, c'est celle de l'économie. Ces territoires ont souvent un commerce extérieur déséquilibré. Pourquoi ces territoires, et encore une fois je suis englobant et je pense qu'il y a une diversité effectivement, pourquoi ces territoires ne décollent pas économiquement? Oui, alors il y a des choix qui ont été faits historiquement de les spécialiser dans une activité souvent agro-export, parce que ces territoires, il ne faut pas oublier qu'ils ont été construits dans une optique bien précise, c'est de répondre, de satisfaire à des besoins de ce qu'on appelait à l'époque la métropole. Donc, dès leur origine, de leur constitution, ils ont cette déformation économique congénitale, non pas de répondre aux besoins de la population qu'ils abritaient, mais de répondre à des besoins d'un autre marché extérieur. Et en contrepartie, la métropole assurait financièrement l'équipement rudimentaire de ces territoires. Cette logique d'hyperspécialisation, certains appellent ça cette logique coloniale, elle s'est poursuivie à l'époque post-coloniale. Et on n'a jamais cherché à diversifier, sinon dans la rhétorique politique, mais dans les faits, non. Entre-temps, il faut bien dire aussi que se sont constitués des lobbies, ceux qui ont fait commerce et qui font commerce de l'importation, ils exportent très peu, mais ils importent beaucoup, et qui ont conjugué leur levier d'influence pour qu'on ne change pas le modèle économique de ces territoires. Alors, et ils l'ont fait avec une efficacité redoutable. Alors justement, je trouve que c'est un point sur lequel votre ouvrage est très éclairant. On parle souvent de révolte ou de manifestation contre la vie chère. Est-ce que vous pourriez nous détailler la mécanique de formation des prix, c'est-à-dire où est la captation de la valeur ajoutée? Écoutez, les économistes, moi je m'appuie sur les études disponibles, estiment qu'il y a 14 intermédiaires entre la marchandise telle qu'elle est produite par exemple par Rungis et la même marchandise mise à disposition dans le commerce de détail dans un établissement, que ce soit à La Réunion ou aux Antilles. Et chacun de ces intermédiaires prélève ou ajoute, si vous voulez, au prix de départ un petit pourcentage, d'où les... Alors la différence, c'est aussi que si on compare avec la Corse, qui d'un point de vue technique, on ne la considère jamais comme ça, c'est là qu'on voit que la taxinomie est aussi politique, aurait pu être un territoire d'outre-mer. J'ai d'ailleurs hésité à l'inclure dans l'ensemble dont je traite. Il n'y a pas de compensation de ce qu'on appelle la continuité territoriale. Pour la simple et bonne raison que ça coûterait, selon ceux qui l'ont écarté, trop cher
comparé à la Corse qui est effectivement tout près du continent. Alors que si c'était compensé, comme ça l'est pour la Corse, déjà on aurait un hiatus moins important dans les prix pratiqués. Et puis après, il faut regarder aussi pourquoi il y a parfois plusieurs intermédiaires dans je dirais, la chaîne même pas de valeur, là c'est plutôt la chaîne captation. De captation. Pourquoi il y a plusieurs, là où il y en a un, voire deux en règle générale, on peut en avoir 6 ou 7 dans le cas des Antilles. Et ce sont des situations de fait qui n'ont jamais été regardées de près et surtout réformées. Et c'est là que, si vous voulez, le bât blesse, parce que bien souvent, là, il y a un texte qui a été porté par Manuel Valls quand il était ministre des Outre-mer récemment, en fusionnant deux propositions de loi émanant donc de l'Assemblée nationale. Et ce texte-là, il ne répond pas à cette question-là. On a une autorité de la concurrence qui remet son rapport annuel, mais on ne touche pas aux éléments, et invariablement pourquoi ? Parce que ceux qui prélèvent ces dîmes, pour ainsi dire, c'est leur quote-part dans la formation des prix, ne sont prêts à cesser de le faire qu'en compensation de la puissance publique par le biais de mécanismes de la continuité territoriale. Et comme ce n'est pas fait, eh bien, nous avançons très peu. Alors sur un certain nombre de produits, il y a effectivement des efforts qui sont faits par les distributeurs, mais ce sont justement les premiers prix. Vous voyez maintenant fleurir dans les rayons, moi qui fais le va-et-vient, des premiers prix, mais comme vous avez ça partout. Mais sur les articles, les autres références, ce sont les mêmes prix qui sont pratiqués. Et on se demande, parce qu'on est là dans un flux commercial qui peut ressembler à un cordon ombilical, est-ce que ces territoires, par l'inclusion régionale dans leur écosystème, ne pourraient pas, on va dire, diversifier les sources d'approvisionnement de manière, si c'est le cas, à avoir des meilleurs coûts ? Oui, alors naturellement, ça a échappé à personne qu'il y avait cette possibilité d'approvisionnement régional. Mais il faut bien voir que le statut de ces territoires rend la manœuvre parfois compliquée, sinon impossible. Quand vous prenez le cas de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, qui sont des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, qui sont pleinement intégrées au marché européen, cela n'est possible que si les produits que vous importez satisfont aux normes européennes, aux normes fixées par l'Agence européenne pour les produits alimentaires, l'Agence sanitaire. Et donc ça suppose des mises à niveau. C'est pour ça que les élus ont demandé des dérogations, en même temps en ayant conscience qu'on ne peut pas aller trop loin dans les dérogations, parce que ces normes sanitaires qui sont en vigueur au sein de l'Union européenne, elles visent à protéger le consommateur. Donc on a tous ces éléments-là qui freinent. Soyons clairs, nous pourrions faire beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement. Nous sommes en Martinique à 4% de commerce intra-régional. Et dans ces 4%, vous avez des éléments de construction, mais en alimentaire propre, on est à moins de 1%. La Réunion, c'est pareil. La Guadeloupe, c'est pareil. On est globalement, tout produit confondu, à moins de 5%. Ne déroge à ces valeurs que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui sont plutôt à 40-50%, parce que, pour le coup, la métropole disqualifie, vu son éloignement, les produits qu'elle pourrait y envoyer, même si elle en exporte pas mal. Donc, voilà la situation. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a des lobbies qui sapent les efforts allant contre leurs intérêts, comme c'est le cas dans tous les pays au monde. Encore une fois, souvent on donne en pâture certains noms de groupes économiques.
Ce n'est pas les noms en tant que termes qu'il faut mettre en avant, ce sont plutôt les processus, parce que n'importe quel acteur économique placé dans cette situation, ayant vocation à optimiser ses intérêts, aurait agi de la même façon. Donc c'est les mécanismes, c'est le système qu'il faut revoir, et il faut le faire en ayant le souci de maintenir des équilibres qui soient viables, parce que les mêmes groupes économiques que l'on montre du doigt, ce sont parmi les plus grands employeurs, pour ne pas dire les plus grands employeurs privés de ces territoires, et on a besoin d'employeurs privés dans ces territoires, parce que la fonction publique n'a jamais développé un pays en tant que tel. Alors j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est l'illustration soit d'un cas de mépris ou de méprise, vous le direz, c'est le sujet du scandale de la pollution chimique en Guadeloupe et Martinique, qui est devenu un scandale sanitaire. Je parle là de la chlordécone. Est-ce que vous pouvez parler de ce dossier ? Oui, alors là aussi ça fait partie des sujets qui sont utilisés par des militants indépendantistes, ou en tout cas décoloniaux, comme ils s'appellent souvent, pour dire que la relation qui unit ces territoires à la République française reste de facture coloniale. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce pesticide qui a été très rapidement classé cancérigène aux États-Unis, interdit aux États-Unis. Dès les années 1970 ? Oui, c'est ça, oui. Avant même. Oui. Et donc, il a été interdit dans plusieurs États aux États-Unis. Et donc, en France, pour ne pas être trop long dans l'histoire, même si je suis obligé d'arranger un petit peu la chronologie, puisqu'en fait ça a pris plus de temps que ça, a été maintenu par dérogation, c'est-à-dire que même quand les autorités françaises sanitaires ont reconnu la nocivité de ce produit, par dérogation, officiellement pour épuiser les stocks, on a prolongé à plusieurs reprises, jusqu'en 1993, alors qu'on connaissait la dangerosité et l'interdiction depuis 13 ans auparavant, donc pour officiellement arriver à finir les stocks. Et en réalité, non, il y a eu de nouvelles importations de ce produit qui s'est avéré très efficace pour lutter contre le charançon, c'est-à-dire un insecte qui détruisait les bananiers, et la production de canne était en pleine reconversion en banane à l'époque. Et donc, pour les planteurs, c'était vital. Oui. Tous les planteurs, et pas uniquement les grands planteurs que souvent on montre du doigt. On leur a dissimulé également la dangerosité de ce produit qui était répandu à un menu. Les gens prenaient des poignées et qu'ils mettaient autour des bananiers, sans se douter qu'il y avait Et les premiers effets ont commencé à se signaler, sans que personne ne s'en préoccupe, au point qu'il y avait des gens qui avaient eux-mêmes trouvé des petites méthodes pour lutter contre les démangeaisons que de temps en temps certains avaient, etc., ou vous savez, quand vous avez des réactions à certains produits urticantes, etc. Donc c'était de la pharmacopée locale, et ça passait comme ça, jusqu'au moment où les successions de cancers ont eu lieu, et les premiers qui se sont rendus compte, c'était les urologues dans les CHU. Les premières enquêtes du professeur Luc Montagnier et d'autres, Belle-Pomme, c'est des gens qui étaient en poste dans les CHU en Guadeloupe et en Martinique, et qui se sont rendus compte qu'il y avait des cas... Prévalence. Une autre manifestation, c'est aussi par le ruissellement de ces produits qui se retrouvent dans l'eau consommée et qui a produit des la mer aussi, neurologiques. Tout à fait, absolument. Et en fait, c'était au début une difficulté, un problème environnemental. De problème environnemental, c'est devenu un scandale écologique. Et du scandale écologique, c'est devenu un scandale sanitaire. Tout ça en faisant sens, puisqu'il y a un effet écosystémique
puisque ça a débouché sur des pathologies et des prévalences qu'on n'avait pas antérieurement. Il y a à ce jour encore une très forte résistance de l'État pour reconnaître le scandale sanitaire. On reconnaît qu'il y a un problème environnemental, sans toujours donner les moyens de traiter ce problème environnemental, parce qu'en ce moment, je participe, moi, avec d'autres, à une très grande enquête qui est financée par l'Agence nationale de la recherche sur la manière de surmonter cette crise écologique et sanitaire. Moi, je m'occupe en particulier du volet législatif. Est-ce qu'une loi peut réparer les dommages causés? Vous savez qu'il y a 2 textes qui sont en discussion. Parce qu'il y a eu des plans de chlordécone. Oui, il y a des plans, mais ces plans sont très en deçà des besoins. Okay. C'est le problème, à la fois sur le volet environnemental, de décontamination. Pour l'instant, on décontamine à une échelle expérimentale. Mais on sait qu'il y a des dispositifs qu'on pourrait mobiliser sur toutes les zones contaminées dans l'île. Parce qu'il y a une carte avec les zones contaminées. Oui, y compris avec une emprise sur la mer, tout à fait, et une interdiction de pêcher un certain nombre de ce qui là aussi suscite un peu de défiance dans la population, parce que comment on peut délimiter un zonage d'interdiction de pêche alors que la ressource elle ne reste pas dans le zonage. Vous voyez, donc ces choses-là qui... Alors ça a suscité une grande défiance dans la population, pour d'autres raisons aussi, puisque historiquement, il faut savoir que la population, notamment, souvent c'est le cas, féminine, s'est vue imposer des campagnes, il n'y a pas d'autre terme, il n'est pas joli, hein, de stérilisation, vous savez, à La Réunion notamment, mais aussi aux Antilles, à l'époque précisément où les autorités nationales estimaient qu'il y avait une trop forte natalité. Il y a eu ces campagnes qui ont été jumelées à un phénomène de on appelait une mobilité, mais c'est une véritable migration, puisqu'il y a une agence d'État, le BIMIDOM, le Bureau pour les migrations intéressant les départements d'outre-mer, qui avait organisé la venue de milliers de jeunes avec ou sans formation vers l'Hexagone pour répondre aux 30 Glorieuses. Hein. Donc il y a eu ces éléments-là qui sont venus entretenir ce climat de défiance par rapport à l'État, de méfiance par rapport à ces annonces. On l'a vu tragiquement lors de la pandémie du Covid. Vous avez vu les taux de refus de vaccination. Mais on comprend, la défiance est installée. Ouais. C'est une histoire, c'est ce que je disais sur les plateaux de télévision ici dans l'Hexagone, parce que les gens me disent mais ils sont stupides. C'est pas une stupidité, c'est qu'il y a une mémoire telle qu'il est très difficile et d'autant plus que dans certains cas qui sont peu nombreux, mais quand même qui existent, il y a eu des réactions au vaccin. Et donc, ces cas-là ont été montés en épingle par tout ce qui était... Vous savez, le courant antivaccinal, anti-vax, comme on l'appelle, était très puissant. On estime que la moitié de la population était... Moi, je m'amuse quand je fais mes cours en Martinique ou en Guadeloupe, de demander aux étudiants de lever le doigt ceux qui sont vaccinés, ceux qui n'ont pas été vaccinés. Mais il y a invariablement une majorité qui n'ont pas été vaccinés. Alors, Fred Constant, je reviens un peu en mode conclusif sur votre parcours. Vous avez été diplomate et universitaire, ce qui est assez rare dans l'histoire du Quai d'Orsay. Quelles sont les qualités nécessaires pour avoir un parcours de ce type? Écoutez, je crois qu'il faut être ouvert d'esprit et avoir un peu de chance. Hein. Bon, moi je pense au moins cocher ces 2 cases. Je suis assez... Et ça n'a pas été concerté et calculé, prémédité, pourrait-on dire. J'ai accepté de relever des défis qui se proposaient sur mon chemin
et de changer, de prendre des risques, de me mettre en danger, parce que chaque fois c'était, quand je suis arrivé au Quai d'Orsay, nimbé de tous mes diplômes, concours, etc., j'ai dû apprendre un nouveau métier. Et il faut avoir l'humilité de se voir corriger des télégrammes diplomatiques, d'avouer ne pas savoir ce qu'est une note verbale, sinon qu'il y a une contradiction dans les termes, hein, de voir également apprendre à s'exprimer publiquement, ce qu'on appelle la diplomatie publique, communiquer quand on est diplomate, c'est pas la même chose que quand on est journaliste ou quand on est universitaire. Il faut porter une parole institutionnelle, mais le faire dans des termes qui soient personnels. Donc, sans sortir des instructions qui sont données, c'est pas évident. Et puis, bon, j'ai eu la chance, puisque les choses se sont plutôt bien passées pour moi, d'être ambassadeur, donc chef de poste, donc à l'étranger, et de diriger une équipe, de représenter son pays dans les négociations, dans les manifestations publiques, lors des visites ministérielles où on doit préparer le programme du ministre et être véritablement son ombre pendant le séjour qu'il déroule. Et puis il y a un aspect qu'on oublie quand on est ambassadeur, c'est qu'on est en fait le référent de la communauté française qui vit dans le pays dans lequel vous êtes accrédité. Et là, c'est une responsabilité, puisque une ambassade, peu de nos concitoyens le savent, c'est l'équivalent d'une préfecture ou d'une mairie. On délivre toutes les pièces d'identité, on peut marier des Français entre eux ou avec des ressortissants étrangers. Donc on est officier d'état civil, nous sommes également à même de faire des traductions et des transcriptions d'actes. Donc on a vraiment une gamme de services qu'on offre à la communauté et qui est importante. La France continue à avoir un des réseaux les plus étendus au monde. Alors c'est plus le troisième, on a chuté un petit peu, mais on reste avec un réseau très étendu parce qu'on a compris, en tout cas c'est la stratégie de rayonnement et d'influence de la France, que chacune de ces terminaisons nerveuses au bout du monde, eh bien, relaie la parole et notre influence dans le monde. Je crois que si la voix de la France continue malgré tout d'être entendue et parfois attendue, c'est aussi parce qu'elle a un réseau diplomatique très actif, très efficace, même si, bon, nous avons tous à l'esprit que je pense que ce sera encore plus le cas dans l'avenir, que nous n'existerons à l'échelle mondiale que si et seulement si nous faisons corps avec l'Union européenne. Alors Fred Constant, question personnelle, vous dédiez votre livre à la mémoire de vos parents, dans les histoires, dans les parcours personnels. D'où venez-vous? Quelles sont vos racines? Alors moi, ce sont des racines qui viennent du continent latino-américain, puisque ma mère a des ascendances vénézuéliennes, où elle est née d'ailleurs. On avait de la famille, ils sont tous partis avec 20 ans de chavisme et de madurisme à l'étranger. Et mon père, lui, est de la Martinique, et d'une ville dans le sud de la Martinique qui est très connue, y compris des visiteurs, qui s'appelle Sainte-Anne. Donc voilà, et puis nous avons évolué essentiellement en France hexagonale, à Marseille, puis à Aix-en-Provence pour moi, pour mes études. Et c'est une partie de la France que je chéris en particulier, notamment le Var. D'ailleurs, c'est pas par hasard que j'y ai une maison, parce que c'est un des plus beaux départements de France. Et quand on regarde bien, il y a beaucoup de points communs dans la manière de vivre ensemble dans cette partie préservée, on va dire, de la France, et le vivre ensemble que l'on trouve encore dans les Caraïbes. Alors, question très personnelle, si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Fred que vous étiez à 18 ans, je ne sais pas si vous aviez prévu tout ce parcours, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, les yeux dans les yeux, que lui diriez-vous?
Que finalement, la vie réserve des surprises, plutôt de bonnes surprises. Jamais j'aurais imaginé avoir eu ce parcours. Pourtant, je ne manquais pas d'ambition et le chemin n'est pas terminé, en tout cas j'espère, mais je suis ouvert à d'autres expériences. Frère Constant, merci. Merci, c'était très agréable. De même, merci beaucoup.